Donc bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous depuis ce matin. J'écoute, j'entends et ça me rappelle le fait que j'ai déjà 68 ans et qu'il y a un demi-siècle, je parlais de maintenance. Et j'avais les mains, comme on dit communément, dans le cambouis. Et il se trouve que je suis né il y a effectivement un certain nombre d'années dans un petit village qui à l'époque ne connaissait que l'agriculture, c'était Roissy en France. Et tout gamin, je regardais les avions se poser au Bourget, puis je disais un jour, je serai dedans, je serai devant, et je serai chef. Donc j'ai gravi toutes les marches de mon métier. J'ai fait les écoles militaires de Saintes et Rochefort. À l'âge de 20 ans, j'ai été instructeur maintenance sur Mirage 3. Ensuite, je suis devenu pilote. J'ai créé mon entreprise et j'ai terminé en venant 6 ans dans le poste de pilotage comme exploitant privé de l'avion. Enfin, pas privé, oui. D'avion, hein, mais j'étais pas d'Air France en clair, et j'étais, on va dire, comme l'écurie Ferrari par rapport à Fiat. J'étais un petit peu le Jean Todt, et j'avais autorité donc sur les équipages. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'ai la chance absolue de venir tout simplement vous parler de mon expérience, on va peut-être parler comme ça, d'expérience, et puis aussi à l'âge que j'ai, alors que je vois tous mes copains qui sont tranquillement en retraite, je ne les envie pas parce qu'il y a tellement de choses à vous communiquer et à vous transmettre et tant de choses à recevoir de votre part que ça ne donne pas envie de vieillir. Voilà. Alors on va essayer de partager quelque chose de très simple et qui nous manque énormément par nos jours, c'est la passion de la vie, plus précisément la passion de l'aviation et, pourquoi pas, la passion de Concorde. Alors j'ai commencé en faisant des cocottes en papier, pendant que mes profs me parlaient, vous l'avez vu. Alors Concorde, c'est un défi technologique, c'est un projet fédérateur, et il était à dimension humaine. Formidable aventure humaine. Aujourd'hui, j'entends parler de manager, j'entends parler de coach. Nous, on n'en parlait pas à ce temps-là, on parlait de chef, de compagnon et d'arpète. On n'avait pas non plus tous ces outils modernes et merveilleux, il faut le reconnaître, puisque pour aller marcher sur la Lune, et pour faire Concorde, qui étaient 2 combats identiques, nous n'avions que des règles à calcul et des tables à dessin. Également, quand on a voulu faire Concorde avec nos amis anglais, on l'a fait avec des interprètes parce qu'eux ne pouvaient pas, ils ne savaient pas parler français. Puis nous, on avait parti du principe que si ces gens-là ne pouvaient pas parler, on peut fermer peut-être, non, hein, que s'ils ne voulaient pas, s'ils ne parlaient pas français, c'est parce qu'ils ne le voulaient pas, donc on n'a rien cédé. Il n'a pas cédé un pouce, et on a parlé français, et ça marchait pas mal. Alors, quels sont ceux qui, parmi vous, je le fais exprès, hein, ont volé sur Concorde? Ah, ils avaient 4 ans quand on l'a arrêté, 4-5 ans, hein, parce que l'air de rien, ça fait déjà 13 ans qu'on en a fait le dernier vol. Et vous avez fait New York? Un beau souvenir? Ah, voilà. Ouais. Ouais. Alors, puisque vous n'avez pas volé sur Concorde, on va aller en faire un tour. Et je vais vous commenter une traversée de l'Atlantique. Alors d'abord, vous allez vous installer aux commandes. Hein. Et aujourd'hui, dans les avions, nous n'avons que des écrans. On a même des souris, il n'y a même plus de manche à balai. Là, nous avons 200 cadrans. Nous avons 100 interrupteurs et nous avons 200 voyants. 200 plus 200 plus 100, ça fait 500. On pouvait boire après, jamais avant. Et vous voyez, sachant que quand on fait une grande visite, on démonte tout, vous pouvez comprendre la partie essentielle que représente la maintenance. Ne serait-ce qu'à bord de Concorde, il y avait 250 km de câbles. Donc nous sommes au parking à Roissy. On rend un petit hommage aux mécanos qui sont aussi importants que les passagers, aussi importants que l'avion et aussi importants que les pilotes. Preuve en est d'ailleurs, vous les voyez à l'œuvre, et tout à l'heure je t'entendais dire qu'il fallait parfois rentrer dans des trappes pas très simples. Eh bien là, heureusement que les réacteurs ne sont pas démarrés parce qu'ils vont carrément inspecter les réacteurs dans les entrées d'air.
chose que chez toi aussi, vous faites. Et qu'on fera toujours. À moins que Google trouve la solution. Google. Comment on a pu vivre sans ça? Voilà, alors tout le monde s'active. On a vu les mécanos, là c'est l'enregistrement. Avant c'était plus simple de monter dans un avion, il n'y a pas besoin de se déshabiller, pas besoin de... Voilà, c'était gentillet. Les hôtesses étaient aimables aussi. Il y avait des gens célèbres à bord de Concorde et les plus célèbres étaient ceux qui payaient le moins cher. Innombrable le nombre de métiers. Je me souviens d'un problème avant un décollage et il fallait 7 intervenants, 7 chefs d'équipe, mécanos, chefs de bord, commandant de bord, affréteur. Il fallait 7 décisions oui pour que l'avion décolle. Le dernier arbitre étant le commandant de bord. Donc là, on va préparer le vol en même temps que les passagers embarquent. Il y a moyen de fermer la lumière, là? Parce qu'ils ont inventé les interrupteurs, quand même, ouais. Oh non, mais c'est jamais, hein. C'est toujours un truc là, qui laisse sa valeur à l'homme, hein, tu peux y aller. Donc on baisse le nez de l'avion, tout simplement parce qu'on va procéder au roulage et que ça permet quand même de voir la piste et surtout les obstacles potentiels, enfin éventuels. Alors on voit tout de suite qu'il n'a pas la même allure que les autres, hein. Moi je le trouve beau. Il n'y a pas beaucoup de son là. Oui, on peut augmenter un petit peu. Voilà. Alors là, vous allez avoir des images où le haut correspond au bas. Je n'irai pas jusqu'à pousser l'outrecuidance, ça veut dire le haut c'est dehors et le bas c'est dedans. Donc on s'aligne sur la piste. Et nous avons Jean Prunin, qui est donc le commandant de bord, et qui va démarrer la bestiole et regarder en termes de pollution, en termes de bruit, c'est pas tout à fait ce qu'il nous a fallu à l'époque. Hein? On va dire que c'est un flou artistique. Alors, quelques chiffres, on ne va pas faire long sur les chiffres, surtout que j'ai vu que vous ne preniez pas de notes, ça ne sert à rien. Et tu les dispenses d'interrogation écrite après, j'espère. Ah, c'est pas sûr. Eh bien, sachez qu'au décollage, on roule à 400 km à l'heure. 400 à l'heure. Alors qu'aujourd'hui, les Airbus, les avions, c'est 280. Hein, on est d'accord. On parle en kilomètres, on ne parle pas en heures. Hein. Comme ça, sûr que tout le monde comprend. Décollage, et dès qu'on va avoir décollé, on va relever la visière, c'est-à-dire relever le nez. Vous comprenez pourquoi, problème d'aérodynamique, autrement, ça nous freine, le nez s'arrache et le remède est pire que le mal. Et en plus, ça ne sert plus à rien. Sachez que sur les vols que je vais vous présenter après, dont j'ai été spécialiste, on montait à 10 000 mètres d'altitude en 3 minutes. Avec un Boeing, un Airbus ou tout autre avion, il faut 20 minutes. On met un petit peu de son, parce que vous allez écouter quelque chose que vous n'êtes pas prêt d'entendre. Nous sommes au milieu de l'Atlantique, au milieu de la Manche, à équidistance. Ouais, ça c'est lui, ouais. Vu comment il va. À équidistance entre la France. Grand virage supersonique. On s'était payé le bateau ce jour-là. Et vous allez bien écouter le double bang. Les moteurs à fond, tout le temps. Depuis le début de l'accélération, les manettes en avant. Réchauffé, voyons le 4000. La prochaine, ça sera le Mac. On passe. Mac 1 top. Mac 1 top. Mac 1. Ah, il vient de passer Mac 1 là. Ça ressemble étrangement à un fusil à 2 coups. Hein. Alors on ne va pas rentrer, certains doivent connaître cela.
On ne va pas rentrer dans le détail, c'est un phénomène aérodynamique qu'on appelle le passage du mur du son. C'est en vérité un décollement des filets d'air. Et comme il y a 62 mètres entre l'avant et l'arrière, premier décollement à l'avant, 62 mètres après, c'est-à-dire très peu de temps. Deuxième décollement, bang, bang. Admirez les images pendant que je vous dis qu'on volait plus vite qu'une balle de fusil à la sortie du canon. Et on faisait 1 km toutes les secondes et demie. Et qu'en vol, l'avion s'allongeait d'environ 25 cm. Vous dire qu'entre Roissy et Le Havre, on mettait 12 minutes. Quand je vois le temps qu'il faut pour acheter un timbre aujourd'hui, elle a bien fait d'inventer l'ordinateur. Je ne suis pas contre le progrès puisqu'on va parler d'innovation. Mais c'est vrai, 12 minutes pour faire Roissy-Le Havre. Je vais rentrer sur Dijon, je serais curieux de savoir, là où je vais perdre 12 minutes en repartant de cette grande ville. Nous sommes en vue de New York. Et vous allez bien regarder à l'atterrissage, les pilotes sont dans un harnais. Et mieux vaut. Parce que les pistes, c'est à peu près dans l'état des routes nationales en France. Vous voyez le truc? Bien. Et comme à l'avant, les pilotes, d'ailleurs on les met toujours à l'avant, un truc comme ça, les pilotes sont 11 mètres avant le train d'atterrissage avant, ça veut dire qu'ils sont comme sur un trampoline. Donc on a intérêt à bien être verrouillé, et qui plus est, pas avoir mal au cœur. Donc regardez bien le point d'impact, et quand on touche, on est encore à 11 mètres de haut, c'est-à-dire un immeuble de 4 étages. Donc vous comprenez qu'on baissait le nez de l'avion tout simplement pour avoir une vue panoramique. Donc debout sur les freins, les réverses, c'est-à-dire non pas l'inversion du sens de rotation des réacteurs, mais inversion de la poussée. Donc on a vécu beaucoup d'émotions puisque j'ai eu le privilège de diriger le tout dernier vol de Concorde Air France. Voilà, il y a une tradition, c'est l'applaudissement. Ça ne coûte rien, ça fait un peu mal aux mains, mais ça fait tellement plaisir à ceux qui sont devant. Parce que parmi ceux qui sont friqués et qui étaient des habitués de Concorde, il y en a très peu qui savaient dire merci et applaudir. Vous pourrez dire, j'étais à bord du dernier vol du Bel Oiseau. Ben voilà, vous avez fait un Paris-New York. Sachez que l'équipage du Concorde, une famille... Jean-Louis et Béatrice, mesdames, mesdemoiselles. Partageons très sincèrement avec vous l'émotion que vous ressentez. Béatrice Vianne était la seule femme copilote Merci de d'être Concorde venu Air nous France et c'est elle qu'on a fait le accompagner dernier dans cet atterrissage. encore le plus bel avion du monde. Merci. Non pas parce que c'est une faveur qu'on lui avait faite, mais tout simplement parce que c'était à son tour de faire l'atterrissage et c'est le hasard qu'on voulait que ce soit elle qui le fasse. Qui aurait aimé voler sur Concorde? On va le présenter aux élections, il est élu. Alors on va essayer, je sais pas. Bon, on va redevenir sérieux. On a commencé à quelle heure? Peu importe. L'essentiel, c'est que je sois arrivé avant de repartir. Hein? Parce que demain, 14 h, je recommence à Lyon. Donc, on va essayer quand même de ne pas trop vous attarder. Alors, j'ai fait quelque chose sur Concorde unique au monde par le fait que j'étais un petit peu un poète de l'aviation, mais on ne va pas trop rentrer dans le détail. Le but n'est pas trop de parler de moi. Simplement, j'étais conférencier au Musée de l'air et de l'espace du Bourget. J'avais l'exclusivité des visites de l'aéroport de Roissy. On dit que nul n'est prophète en son pays, sauf que... Et puis, j'étais habitué à faire des survols en hélicoptère, des châteaux de la Loire, de Paris, enfin beaucoup de choses en aviation. C'est arrivé aux oreilles d'Air France qui m'ont dit, écoutez, voilà, nous on a un avion sur lequel il y a beaucoup de gens qui rêvent de voler. Je leur ai demandé lequel, et ils m'ont dit, on cherche quelqu'un comme vous pour l'exploiter. Et je leur ai demandé quel avion, ils m'ont dit Concorde. Je suis tombé à la renverse, comme je mesure 1,67 m, je ne suis pas tombé de très haut, sauf que j'ai quand même été surpris. Et voilà, donc j'ai mis au point le seul programme au monde qui parle, enfin qui était un panorama complet de l'histoire de l'aviation, puisqu'on commençait par la montgolfière au musée de l'air et qu'on terminait par l'atterrissage
après avoir franchi Mach 2. Tous nos passagers allaient dans le poste de pilotage de Concorde, enfin bref. J'avais réalisé mon rêve. J'étais allé au-delà de mes rêves, puisque je voulais être dedans, souvenez-vous. Je voulais être devant, et en plus, je voulais être chef. Il y a un truc que je n'avais pas prévu, c'est que ce serait sur Concorde. On va commencer à parler de dépassement de soi. Parce que le but, c'est pas parler trop de maintenance. Enfin, vous avez eu beaucoup de maintenance depuis ce matin, on va en parler un petit peu. Mais le but aussi, c'est de parler de l'humain, là. Hein. 73% des Français rêvaient de voler sur Concorde, et la moitié de mes passagers étaient des étrangers. Si on avait voulu poursuivre la carrière de Concorde, il fallait continuer dans ce registre-là, et qui plus est, arrêter New York, et malgré cela, il aurait fallu en reconstruire. Je ne vais pas vous saouler avec les chiffres, mais je les ai. Alors, regardez ce vol, décollage Roissy, 12 minutes après, je vous le rappelle, hein, Le Havre. Nous avions à équidistance entre l'Angleterre et le Cotentin, et c'est ici qu'à Mach 1,4, vous avez entendu tout à l'heure le double bang, et on allait faire une croisière sur l'Atlantique, et on revenait 1h40 plus tard. Alors 1h40, c'est pas grand-chose, hein, sauf que c'était la moitié du vol Paris-New York. Et vous avez devant vous le type qui n'a jamais fait d'études commerciales, qui a conçu, organisé, vendu et réalisé les vols les plus chers au monde pour aller nulle part et en les faisant le plus vite possible. C'est pas beau? Hein? Ah ben oui. Ouais, sauf que j'ai vendu du rêve. Et aujourd'hui, on se creuse la tête et puis personne ne rêve. Sauf vous, parce que j'espère que vous rêvez encore. Alors, là, on parle de progrès. On a parlé toute la journée d'innovation. Il faut savoir qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie française était à plat ventre. Et elle avait les graviers sur le dos. Alors on a quand même reconstruit, on a réagi. On a, là encore, sans trop rentrer dans le détail, on a commencé à revoir l'aviation à réaction, tel que le tout premier avion à réaction, le Triton, le Mystère 4 que les plus anciens connaissent. On a commencé à reprendre volume dans l'aviation commerciale avec le Breguet de Pont. Oh, ne m'en voulez pas. Vous ne savez pas ce que c'est, les jeunes. Mais les plus vieux le savent. Ne leur en voulez pas. Je leur consacre quelques instants. Le Fouga Magister qui équipait la patrouille de France, la célèbre Caravelle, on va y revenir. Et puis voilà, donc on est devenu très fort en hélicoptère, etc., parce qu'on parlait d'innovation, et on avait des types, des femmes, qui au plus haut niveau, eh bien, nous donnaient envie de grandeur, nous donnaient envie d'ambition, et on partait du principe qu'on n'était pas plus con que les autres. Et ça marchait. Formidable aventure humaine. Et Karim me dit, il faudra que tu parles un petit peu de dépassement de soi, si tu es en forme. Regardez tous ces mecs-là. Alors on pourrait citer tous les noms, bien sûr, mais ça ne vous évoquerait pas grand-chose à part leur rendre hommage. Vous avez, puisqu'on parle de Concorde, vous avez ici André Turcat. Vous avez ici, puisque je parlais de Mirage 3 tout à l'heure, Jacqueline Auriol, qui était recordman du monde de vitesse. Ce sont des gens qui, sans arrêt, étaient dans le dépassement d'eux-mêmes. Parce que grâce aujourd'hui à tous les progrès, grâce à la technologie, grâce à la qualité et à la simplicité aujourd'hui du pilotage d'un avion, ça n'a plus rien à voir, et grâce également à toutes, et je cire pas les ponts, parce que je fais partie de votre famille, je vous le rappelle, grâce à tous ces agents de maintenance, à tous les gens qui entourent l'avion avant le décollage, eh bien aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus sûr. Et aujourd'hui, quand on décolle un avion de 500 tonnes, tel que l'Airbus 380, eh ben, on est certain qu'on va se poser. Alors qu'à l'époque, les gars, on les appelait des pilotes d'essai, c'était pas pour rien, c'est qu'ils allaient essayer. Dans tout ça, on ne va pas faire l'étalage, mais il y en a peu qui sont morts dans leur lit. Quand vous regardez un garçon comme René Bigan, et demain je vais faire une conférence dans une entreprise de 200 salariés, et le directeur de l'entreprise, c'est précisément son filleul. C'est pour ça que j'ai ajouté la slide, parce que je dis, il ne faut pas que... Eh bien, ce monsieur, il a expérimenté, il a fait le premier décollage du Vautour.
l'étendard 4 qui était sur les porte-avions, le Mirage 3 de Tanguy-la-Verdure, c'est pas Goldorak, hein, c'est encore plus vieux. Le Mirage 4, Mirage à géométrie variable, vous voyez, un avion qui écarte les ailes quand il a besoin de voler doucement, décollage, atterrissage, et qui les replie quand il a besoin d'aller vite. Un Mirage à décollage vertical. Seul avion au monde à avoir été capable de rester sur place et d'aller à 2 fois la vitesse du son. Et malheureusement, il s'est tué sur le Mirage F1. Et pour autant, c'est un type qui avait 7 gosses. Vous voyez, je rends hommage à ce monsieur, donc vous voyez que le dépassement de soi, nous, ce qu'on nous propose comme combat, c'est rien d'à côté de ce qu'eux ont fait. Alors, Concorde. On va pas tout lister, dire simplement que c'était 30 000 ingénieurs, techniciens, ouvriers. On l'a fait avec nos collègues et amis anglais. Ça n'a pas été simple. Hein. Nous, on est en maître, eux, ils ont choisi autre chose. Et eux, ils sont en pied, c'est ça, hein, ouais, nous, on ne se déchausse pas pour aller là-haut. Mais bon, assez comme ça. Formidable aventure. Par exemple, il a fallu 1 an avant de savoir si on écrivait Concorde en anglais ou en français. Il y en a une foultitude d'anecdotes. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire qu'en anglais, ça s'écrit sans E, et pour autant, on écrit Concorde avec un E. Alors, ils ont quand même inventé, on va quand même leur faire un clin d'œil, on a, au bout d'1 an, eux-mêmes, les Anglais, qui ont dû inventer quand même le mot fair play, ils ont dit, eh ben, on va l'écrire en français, enfin en anglais, avec un E à la fin. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que ce sera le E de England, ce sera le E de Excellence, puisque ça va être le meilleur avion au monde, ça va être le E d'entente cordiale, et c'est ça le prix de français. Et comme De Gaulle ne veut pas qu'on rentre dans le marché commun, ça sera le E de Europe. Et souriez, mais ce que je vous dis est la vérité. Alors, bon, on a promis de ne pas faire trop long. Qu'est-ce qui pourrait... Ah, les commandes de vol électriques, chers amis de la maintenance. Ça va être un bonheur pour vous, vous ne mettrez pas les mains dans le cambouis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commande hydraulique, il n'y a plus de commande électrique, avec plein d'avantages, fiabilité et poids. Puisque de toute façon, dans l'aviation, depuis toujours, ce n'est pas d'aujourd'hui, on a lutté contre le poids et on a toujours voulu de la fiabilité. Des applications, freins au carbone, on n'a pas tout ça sur les voitures, mais tous les pilotes de Formule 1, c'est sûr, en ont. Système de freinage ABS, Concorde. Détection de sous-gonflage des pneus, Concorde. Même quand il a fallu le remettre en vol après le crash, on n'en parle pas, mais si chacun avait fait son boulot, ça ne serait jamais arrivé. C'est tout ce qu'il faut que vous reteniez. Eh bien, même quand on l'a remis en vol, ça a encore été de l'innovation, au moins au niveau des pneus et du revêtement interne des réservoirs. Et comme ça. Et depuis, l'aviation s'est adaptée aux modifications de Concorde. Concorde est détenteur de 2 records du monde autour de la Terre, et si vous regardez bien les chiffres, même en faisant escale, parce qu'évidemment, il n'avait pas 40 000 km d'autonomie, même en faisant escale, eh bien, on allait plus vite en moyenne que n'importe quel avion en vitesse de pointe. Ça ne traînait pas. Sans Concorde, on n'aurait pas fait Ariane et on n'aurait pas fait Airbus, puisqu'aujourd'hui, nous avons livré 9000 Airbus, qu'on en a 7500 en commande, et qu'on vient d'envoyer dans l'espace la 228e Ariane. Ça a de la gueule, hein? Alors, si on parlait un petit peu de maintenance, mes amis du métier, à l'époque, on vendait 1400 Mirage 3 à 22 pays. Et nous étions quelques-uns, malgré notre jeune âge, à être instructeurs, puisque vous pensez bien qu'entre les pilotes et précisément les mécaniciens de piste et tous les agents de maintenance, il y avait du monde à former. Eh bien, j'ai fait partie de cette équipe-là, et ça m'a marqué pour la vie, parce que ça m'a appris énormément de choses. À l'époque, la maintenance, c'était toutes les 50 heures qu'on déposait un réacteur, toutes les 100 heures, et on avait un planning de travail, on savait exactement ce qu'il fallait changer, ce qu'il ne fallait pas toucher, et point. C'était systématique, c'était
programmé. Et toutes les notions qui seront les vôtres sont à l'opposé de ce que j'ai vécu. S'il y avait un problème, on déposait le réacteur, on l'amenait à l'atelier, on faisait du RAB. Il fallait que ça revole 3 jours après. Mais on attendait que le pépin arrive, et parfois il était lourd, il était gros. Également, la gestion des stocks, c'était un grand moment. Un grand moment, la gestion des stocks. Le chef d'atelier, qui avait le plus de personnalité dans l'armée de l'air, vous pouvez être convaincu que c'est celui qui avait le plus de pièces en réserve. Il suffisait de commander pour avoir. Et j'ai connu des semaines où les mirages de l'armée ne pouvaient pas décoller parce qu'ils étaient en attente de pièces et que tout compte fait, il y avait un chef d'atelier à Dijon qui avait tout simplement squeezé les pièces pour être sûr, lui, de ne pas être embêté. Salut Pierre. Voilà, alors aujourd'hui, ça ne peut plus se faire, on est bien d'accord. Aujourd'hui, demain, c'est toi tout à l'heure qui disais qu'on a exactement les mêmes chiffres. 4% de progression à la fois du trafic aérien, ça suppose aussi 4% tous les ans du développement de la maintenance. Avec, regardez ces chiffres, un quasi-doublement sur 17 ans. Quasi-doublement. Pourvu que ça ne pollue pas les trucs, autrement ils vont être déçus. Hein? En termes de maintenance, aujourd'hui, il y a 3 types d'opérateurs. 3 types d'opérateurs, vous les connaissez. Ce sont d'abord les constructeurs, ce sont ensuite les compagnies aériennes, et puis d'autres qui se sont spécialisés et qui sont tout simplement des entreprises de maintenance aéronautique. Vous avez des révolutions technologiques. La révolution que moi j'ai connue, c'était le titane, mais ça aurait été en aluminium ou ça aurait été en peau de bique, que ça ne changeait pas le boulot, je veux dire. Hein? Avec la matière qui changeait. Et quand tu rentrais dans un canal de post-combustion, peu importe, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de cric. C'était ça qu'on cherchait. Aujourd'hui, tu reviens, hein? Aujourd'hui, on va parler de fabrication additive. On va parler de big data. Il y a des capteurs partout. Nous, à l'époque, il n'y en avait pas. Il y a des prises d'air. Aujourd'hui, il y a des capteurs. L'évolution de la maintenance. Aujourd'hui, on parle de maintenance proactive, c'est ça? Les 2 derniers avions de nos 2 grands fabricants, 2 grands constructeurs, que sont Airbus et Boeing, ce sont le 350 et le 787. C'est du composite. Et ça n'a plus rien à voir en termes de maintenance et de construction. Ça n'a plus rien à voir avec la façon qu'on avait avant de faire des avions, où tout compte fait, on faisait de l'assemblage et de la mécanique. On assemblait des Legos, tandis que maintenant on parle d'autoclave, on parle de tout ça. Nous, à notre époque, la rentabilité, c'était... Air France volait que le pavillon français. Il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, Air France, il est concurrencé par beaucoup et pratiquement tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde court après un paramètre, lequel? Le fric, la rentabilité. Eh bien, l'avantage aujourd'hui de tous ces systèmes de maintenance qui sont actuels déjà et promis pour demain, c'est précisément dans la course à la rentabilité, le fait qu'on immobilise moins les avions, qu'en même temps on consomme moins de kérosène grâce à une bonne maintenance, vous savez, c'est comme une bagnole. Hein. Et puis également, les matériels durent plus longtemps, puisqu'on peut gagner sur un réacteur bien entretenu, on peut gagner jusqu'à 50% de sa carrière. Et aujourd'hui, on peut considérer que le marché de la maintenance est à la même hauteur, pour ne pas dire altitude, que le marché de la vente de construction et construction d'avions. Alors, on va parler un petit peu de dépassement de soi, et puis parce qu'on va être optimiste, on va regarder les obstacles. Alors les obstacles, c'est ce qu'on entend. Notre pays fait plus rêver, j'ai même entendu des trucs dans le genre les Français, je ne sais plus, voilà, je ne vais même plus les entendre, tellement ça nous fatigue tous les matins. Et tout à l'heure, je vais faire 4 heures de route et je vais me bourrer les infos sur Europe 1. Ça va être marrant, et pour changer, je vais les mettre sur RTL, ça va être triste. Voilà, pas fini, terminé. Ce que nous entendons. Alors, il y a même un truc que je n'ai pas écrit là-dessus.
c'est qu'il faut rassurer les marchés. Sans arrêt, il faut rassurer les marchés. Ben, s'ils sont inquiets, ils ont qu'à rentrer chez eux, ça ne se passera pas plus mal. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien de les rassurer, puisque de toute façon, ça ne va pas les faire changer d'idée. Alors moi, ce monde m'inspire l'ennui, et c'est ce pourquoi je me révolte, et c'est pourquoi, à 67, 68 ans, j'essaie encore de vous dire que la vie est belle. Mais elle est aussi beaucoup ce qu'on l'a fait. Alors, ce qu'on constate, 62 000 entreprises qui ferment dans l'année. Ouais, sauf qu'on oublie de nous dire qu'il y a 550 000 personnes, hommes, femmes, qui courent le risque et qui ont suffisamment d'espoir pour aujourd'hui les créer. Je ne rentre pas dans les détails de savoir si elles sont viables, petites ou grandes. Évidemment, il faut comparer les paramètres, mais on nous parle toujours d'un cas, on ne nous parle pas souvent de l'autre. On est soumis à l'ordre technocratique. Alors là, les paplards, tout le monde sait ce que c'est. Alors moi, il y a un truc qui m'amuse, façon de parler, c'est que quand il a fallu écrire les 10 commandements, il a fallu 68 mots. Pour faire la déclaration d'indépendance des États-Unis, il a fallu 1 page. Et pour la circulaire européenne sur l'importation des caramels, 25 911 mots. Compliqué quand même, hein? On a dit qu'on ne s'appelle pas l'oral, avec toujours plus de normes, 400 000, vous imaginez 400 000, etc., etc. Je vais même vous dire une chose. Si on avait inventé à l'époque le principe de précaution, vous ne seriez pas promis à la maintenance parce qu'il n'y aurait pas d'avion. Par définition, un avion, ça peut tomber. Surtout au début. Principe de précaution, on ne fait pas. À 220 000 tentatives de suicide, ouais, aujourd'hui on nous parle de burn-out et tout. Moi, à mon époque, on n'en parlait pas, on avait des projets. Tout le monde n'était pas riche, tout le monde n'était pas heureux, mais on n'entendait pas parler de ça. On est arrêté sur l'autoroute de la mondialisation banalisée. J'ai l'impression que dans ce pays, eh bien, on est comme des lapins, on est pris dans les phares, on est figés, et on attend que ça vienne. Rigolez, mais c'est de nous que je parle. Et pourtant, ça ne va pas si mal. Alors ça, c'est à vous. Qu'est-ce qu'il y a qui va bien dans ce pays? Il y en a des choses, hein, ce n'est pas un piège. Hein. Dites-moi ce qui va bien. Ah non? Hein? N'ayez pas peur. Le luxe? Pourquoi tu es malade? Non. Ouais, la médecine. Génial. Génial. Quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, ça dépasse l'entendement. Ah, tout à fait. Le monde médical. La recherche médicale. On a aussi l'aviation. On vient de le dire. On a l'espace. Marche super bien. Les start-up, vous qui êtes jeunes. Il y a de l'innovation quand on parle de start-up. On parle d'innovation, on parle d'entreprise, on parle de jeunesse. Donc il y a plein de choses qui vont bien. Je ne les ai pas toutes apprises par cœur, mais je suis sûr qu'il y en a plein. Et vous n'allez pas bien? Ah non. Alors on se condamne alors qu'en vérité, on a un pays où on a toujours innové. Et vous allez regarder, puisque tu parlais de médecine. Regarde voir. Tu l'apprends par cœur, après tu auras un terreau parce que le mec Karim va t'en faire une. Voilà. Ça, c'est que dans le médical, et encore, il n'y a pas tout, puisque de toute façon, il n'y avait qu'une page. Maintenant, on va regarder en aviation, dans les transports, en physique, dans les arts visuels, etc., etc., etc. Je m'étonne qu'on ait été capable d'inventer la redoute et qu'on n'ait pas su faire Amazon. Je m'étonne qu'on ait été suffisamment pionnier pour inventer le Minitel et que Google nous a échappé. M'étonne. Mais tous les gens qui ont fait ça, ils avaient plusieurs valeurs, ils avaient d'abord le goût de l'innovation. Ce sont des gens également qui aimaient se surpasser, qui aimaient se dépasser. Il y en a eu de fait. Alors il y a quelques évidences. Hein. Là, vous allez les lire, on ne va pas les commenter, puisque de toute façon, il faut gérer le temps, et que ce n'est pas forcément l'objet premier. Voilà. Vous voyez, là où est le travail et la richesse. On ne peut pas imaginer qu'en foutant rien, on puisse être riche. Bête mais logique.
Ça s'appelle... Qui c'est qui a... Je crois que j'ai deux prédécesseurs qui m'ont piqué un slogan, là, le BSP, c'est ça? Bon sens populaire. C'est vous deux, les gars, là? Ouais, ah ben, c'est vrai. Et si on réveillait les vieux, ils nous le diraient. Hein? Parce qu'en définitive, tout ce qui nous sape le moral aujourd'hui, eh ben, on a connu les uns les autres en fonction des générations. On a connu des gens qui nous disaient qu'avant, c'était pas mieux. Il y avait les guerres. Regardez les images de Verdun, c'est des jeunes de votre âge. On n'est pas plus heureux, là? Ben, dites-moi oui, ça me fera plaisir. Les épidémies, la cabane au fond du jardin, j'en passe et des meilleurs. Réaliser son rêve, forge ses projets, il faut bannir les plans. Moi, j'ai une connotation dans les plans qui me déplaît. J'entends de plans d'austérité, j'entends plan de redressement, plan de licenciement, plan de... Ça me bouffe, les plans. C'est pas dynamique, ça me bouge pas. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les gens qui rêvent. Martin Luther King, il avait fait quoi? Il avait dit quoi quand vous n'étiez pas encore né, que personne ne pensait à vous? Il avait dit « j'ai fait un rêve ». 50 ans plus tard, c'était un président noir qui s'imposait aux élections américaines. Il avait fait un rêve. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être dans l'aviation. Je voulais être dedans, puis je voulais partager le bonheur avec les autres. Et je voulais faire des baptêmes de l'air. Je n'avais pas envie d'aller nulle part. J'avais juste envie d'être là-haut. Je l'ai fait avec des petits jeux d'ailes, et j'ai terminé en faisant des vols sur Concorde. Et en réalisant quoi? On l'a dit tout à l'heure, le rêve des gens. Voyez, le mot rêve, rêver. Rêver d'être riche, rêver d'être heureux, rêver de ceci, rêver de cela, rêver de l'avenir, rêver du futur. Soyez positif, mais rêvez. Ne faites jamais un plan, il ne marchera pas. Ce sont les faits qui le disent. Les autres sont capables de réussir. Pourquoi pas vous? Alors attention, il y a deux types de réussite. Il y a réussir dans la vie, c'est-à-dire être copain avec son banquier, et il y a réussir sa vie. Il ne faut jamais sacrifier un truc pour l'autre. C'est les deux en même temps. Tout le reste. Pas vrai, Karim? Tu m'arrêtes si je dis une connerie, toi. Bien. Battez-vous, révoltez-vous. Même quand les choses vous paraissent simples, quand elles vous paraissent perdues également, bah dites-vous bien que vous allez passer. S'il y en a un qui doit passer, c'est vous. Quoi que vous fassiez dans la vie. Croyez en votre destin. Qui croit en son étoile ne regarde jamais en arrière. Léonard de Vinci. Soyez enthousiastes dans vos actions, faites pas la gueule, hein. Les gens vont se tirer. Si vous êtes souriant, ça passe déjà mieux. Parlez de vos convictions pour attirer ceux qui croient en ce que nous croyons. Revenons à Martin Luther King. Il n'a pas envoyé d'emailing. Il n'a rien fait de tout ça, il ne savait même pas que ça existait. Il n'a pas fait de distribution dans les boîtes aux lettres. Il a simplement fait savoir à travers toutes ses communications. Ce n'était même pas un grand orateur, il disait « je fais un rêve ». Ben, il a convaincu tout le monde, ils étaient 250 000. Au mémorial Lincoln a écouté précisément le pasteur King se projeter dans l'avenir. Alors ne suivez pas ceux qui passent leur temps à rouler sur les bas-côtés sans jamais nous indiquer la route à suivre. C'est moi qui l'ai écrit, ça. Mais j'ai oublié de le signer. Mais je trouve que c'est de plus en plus vrai. Également, écoutez, échangez. Entourez-vous. Travail en équipe. Et là maintenant, c'est du travail en équipe. Et le travail en équipe, ce n'est pas forcément toujours être collés les uns aux autres. C'est parfois avoir tout simplement la capacité à prendre, à mériter l'initiative. Et j'entendais tout à l'heure parler nos collègues qu'aujourd'hui, on était en train de réinventer la poudre. D'ailleurs, ils l'ont dit. Quelque part par là, on revient à des valeurs qui existaient déjà. On n'avait rien inventé. Nous, quelqu'un qui était reconnu comme étant compétent, ben, il avait le libre arbitre. On ne passait pas par des managers ou des sous-managers. Pourquoi pas des sous-managers adjoints pendant qu'on y est? Vous imaginez le truc, là, l'arbre généalogique de l'entrepôt? Bon courage.
Par contre, il faut savoir de temps en temps être seul. Ça permet de bien faire le point. Ça permet de prendre des bonnes décisions. Laissez le temps. Ne prenez pas de... Si vous êtes fatigué, prenez pas de décision ce soir. Et ne pas vous surmotiver. Si vous croyez que vous pouvez manger plus que vous n'avez faim, ça va à peu près être garanti, vous allez prendre du poids et vous allez mal dormir. C'est pareil dans la vie. Analysez le retour d'expérience. Tout conseil est bon à prendre, mais également l'expérience, la sagesse, l'ancienneté, c'est quelque chose qui se transmet. Et on a remis Concorde en vol parce qu'on a rappelé les vieux, très vieux, retraités, et puis également qu'on a fait intervenir des jeunes ingénieurs, et c'est le savoir-faire des deux blocs qui nous ont permis de redécoller Concorde. Si on avait 4 heures devant nous, mais on n'en a que 3, je vous expliquerai tout ça. Le contraste est aujourd'hui choquant entre l'ampleur des défis et la modestie des ambitions. C'est vrai, il y en a des défis quand même. Hein. Quand je sais qu'à la fin du mois d'août, on a consommé toutes les richesses que la Terre, la planète peut nous donner. C'est quand même des défis. Quand on sait que la planète, elle est capable de faire vivre 2 milliards d'habitants, et on est 7, et on va être 11 en 2050, il faudrait peut-être s'y penser. On a perdu 40% des animaux sauvages. On a dû faire un truc qui ne marche pas. Quand je sais qu'en France, dans 50 ans, nous n'avons plus, d'après les prévisionnistes, une seule entreprise de production. Il y a peut-être des marchés à prendre. Hein. 80% des cornichons, je ne parle pas de moi, je parle des cornichons. 80% des cornichons viennent d'Inde. On est trop cons, nous, pour cultiver des cornichons? Voilà. Il faut savoir saisir les opportunités. Elle est partie, c'est regrettable, je voulais la remercier. Virginie Zint, c'est cela? J'ai rencontré cette gracieuse personne il y a 6 mois, lors d'un de mes passages à Strasbourg. On a dialogué 2 minutes. Je suis là devant vous ce soir. C'est pour moi une opportunité, puisqu'on est là. Voilà. Lire les indicateurs, les rencontres, les échanges, tout ça. Il faut lire les indicateurs. Anticiper. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Pas de moi, Léonard de Vinci. Maîtriser ses émotions, je passe. Faire peu, faire bien. Je me souviens, parce que je sais qui je suis, j'avais demandé à la direction d'Air France combien faut-il que je fasse de vols pour que ça corresponde à vos objectifs. Et ils m'ont dit, fais-en peu, mais fais-les bien. Tellement logique. Donc on prend le temps de faire, on fait bien. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, si un avion qui rentre chez Embraer, chez toi ou ailleurs, si quelqu'un te dit qu'il faut qu'il reparte demain, bah, tu dis ou tu fais le boulot tout seul, ou tu l'auras vendredi. Voilà, il faut avoir la force de le dire. Et mes anciens étaient capables de le dire. Comme quoi, vous n'avez rien inventé. Hein? S'affranchir de la loi de Murphy. Vous savez ce qu'elle dit, la loi de Murphy, hein? Tout ce qui doit pas tout ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner, c'est sûr, ne fonctionnera pas. C'est ce qu'on appelle aussi, excusez-moi, un peu d'élégance, la loi de l'emmerdement maximum. Nietzsche nous disait « ce qui ne tue pas rend fort ». Regardez cet accident, vous le voyez l'accident? Vous voyez là, le mec qui est là? C'est moi. Broyé dans un accident de voiture, famille avertie, il ne faut pas se faire d'illusions, quand vous arriverez à Paris, il sera mort. Le chirurgien me demande si je suis croyant, parce qu'ils y sont pour rien. Et donc, il n'y a qu'une explication, si je suis croyant, il faut que j'aille à Lourdes. Et je vous jure que c'est vrai. 29 ans que je suis handicapé, je me fais 4 piqûres par jour, suite à une mutation génétique, tellement le choc a été violent. J'ai interdiction de rester par les médecins plus d'1 quart d'heure debout, ça fait rire tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je ne sais plus. Je ne sais plus, il me manque un truc. Puis il y en a plein d'autres. Hein. Je suis issu d'une famille où il y avait 6 enfants, dont 3 handicapés très profonds.
Et j'ai moi-même également un fils autiste profond qui a 44 ans et qui ne m'a jamais dit papa. Alors les handicaps, la vie, la merde, la réussite, les bonheurs et tout le truc, c'est jamais qu'un grand sac de médailles avec beaucoup de faces et derrière aussi beaucoup de revers de médailles. Voilà, mais on ne va pas s'apitoyer, on ne va pas faire trop long. Et vous voyez, j'ai le privilège d'avoir bloqué le périphérique de Paris plus longtemps qu'on me mettait pour traverser l'Atlantique en Concorde. Et je vous jure, c'est la première fois que je me rends compte et c'est la première fois que je la fais. Je m'en étais jamais aperçu. Voilà, allez, on oublie de parler de ça. S'il y a un truc qui me revient, mais j'en ai plein des trucs comme ça. J'ai été soigné 5 ans au Mediator. Vous avez entendu parler du Mediator. 5 ans. Et je vous dis pas tout, mais j'en ai une pleine plaquette. Comment font-ils les mecs là, les femmes? Souvenez-vous pas, mais je vais vous le dire, au championnat d'Europe d'athlétisme, en 2013, je crois, Mayedine Mekissi, ce grand champion un peu fantasque, il faut l'avouer, qui nous fait le 3000 mètres steeple, qui arrive avec 100 mètres d'avance sur le deuxième, il est tellement content qu'il ralentit, il enlève le t-shirt, le maillot, et puis il est déclassé. Parce que des mecs qui n'ont jamais couru, et qui sont assis sur le bord de la piste avec un sifflet, eh ben ils l'ont tout simplement, ils l'ont cassé. Voilà. Vous vous souvenez de ça? Et puis, durant 2 jours, Mekissi ne courra pas le 1500 mètres, il est complètement anéanti et tout le bazar et tout le truc. Et puis, à côté de cela, il y a un entraîneur qui s'appelle Yannick Galous, qui est le sélectionneur ou l'entraîneur de l'équipe de France, qui le remonte, et puis qui ceci, qui cela, et il en fait une bête. Et lui, il est révolté, en définitive. Donc, il lui met toutes les aiguilles dans le verre. Il va courir la finale du 1500 mètres. Il va mettre au deuxième une longueur d'avance. 1500 mètres, il met plus de 100 mètres d'avance. Ça s'appelle la révolte. Si un jour vous avez un emmerde, faites comme lui. Au 4 fois 400 mètres, féminin, la petite Floria Gay, 4e relayeuse, prend le relais en 4e position, loin derrière les 3 premières. Et Patrick Montel à France 2 dit « Oh bah c'est cuit, on n'aura même pas une médaille ». Et sur les 400 mètres, on la voit maintenir l'écart d'abord, et dans les 200 derniers mètres, elle double toutes les autres, et permettez-moi mesdames, d'une courte poitrine, elle ramène la médaille. Pourquoi? Parce qu'elle était révoltée. Parce que les 3 autres avaient atteint leurs objectifs dans les courses individuelles et elle avait été éliminée dès le départ. Ça l'avait foutu une telle hargne, un tel sentiment d'injustice, qu'elle a réalisé l'exploit. Alors, quelques expressions. On les regarde vite fait. Nous apprenons dans l'erreur. Werner von Braun. Qui était Werner von Braun? C'était le grand patron du programme de la conquête lunaire. Et avant d'aller marcher sur la Lune, Neil Armstrong, que tutoyait au passage André Turca, et quand on a eu la chance de connaître des gens comme ça, on sait ce que veut dire le mot médiocrité, c'est-à-dire réservé aux autres. Donc on avait envoyé dans l'espace d'autres hommes, d'autres femmes, voilà. Et puis, parfois il y avait des problèmes, puis parfois il n'y en avait pas. Alors quand il n'y en avait pas, systématiquement, les coéquipiers de Werner von Braun venaient le voir en lui disant « Chef, génial, tout s'est bien passé ». Et lui, il faisait la gueule en buvant son café et disait « Non, aujourd'hui non, parce qu'aujourd'hui, j'ai rien appris puisque tout s'est passé comme prévu ». Donc, quand il y a une erreur, on apprend. On a plein d'autres exemples. Alors ça, c'est un peu... Mais lorsqu'on ne propose pas aux Français des buts élevés, etc., ils se disputent et se traînent dans la médiocrité. J'ai ça à votre appréciation pour les temps qui courent. L'art de la guerre, c'est de soumettre sans combat. C'est vieux, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ. C'est un général chinois qui avait écrit l'art de la guerre. Et en définitive, fermez les yeux, réfléchissez et regardez comment il se comporte avec nous. Et vous comprendrez qu'en définitive, c'était un prophète et non pas un écrivain ou un philosophe. C'est pure folie de faire sans arrêt la même chose et d'espérer un résultat différent. Donc, n'hésitez pas à vous remettre en cause. N'hésitez pas à oser. N'hésitez pas à tenter. Analysez vos points forts, rejetez vos points faibles. Mais par contre, il faut les identifier. Ne soyez pas naïfs, soyez entreprenants. Parce que s'il y avait une guerre, on ne la gagnerait pas, hein, nous, hein, parce que lapin, assis au milieu de la route et on regarde venir. Hein.
Je ne parle pas de vous, je parle de nous, les autres. Bon, tout ça, on est tous d'accord. Ah, elle est pas mal celle-là. J'ai refait tous les calculs, notre idée était réalisable, il nous reste une chose à faire, la réaliser. Pierre-Georges Altécoère. Qui était Pierre-Georges Altécoère? Tu sais tout, toi, t'es médecin, t'es pilote, t'es tout en même temps, là. Ah, mais c'est pour ça que t'es au centre. Ah ben oui, c'est normal. On dirait le soviet suprême derrière, là. Bien. Ouais. Absolument. C'était le grand patron de tout le programme de l'Aéropostale. Donc, en clair, on va résumer. C'était le patron de Mermoz, le patron de Saint-Exupéry, d'Henri Guillaumet et de beaucoup d'autres. On prend le temps de la lire. Alors, en termes plus romantiques, enfin plus poétiques, Saint-Ex disait la même chose. Hein? Alors ça, j'aime bien. Dites-vous bien que les gens qui vous parlent de charité, qui vous parlent de solidarité, très généralement, ils ne sont pas trop dans le besoin et que ça les occupe. Et pendant ce temps-là, il y en a qui se goinfrent et il y en a d'autres qui trinquent. Donc, battez-vous toujours et soyez devant, faire en sorte que vous ne soyez jamais dans la situation de devoir dépendre de ces gens-là. On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon, savait de quoi il parlait. Eh bien, dans votre vie personnelle, faites pareil. Quitte à ce que personne soit d'accord avec vous, c'est pas grave. Vous prenez vos décisions, vous y allez. Autrement vous êtes dans comment il disait, Raffarin, le peuple d'en bas. Enfin, comme moi, quoi, dans la fosse. Hein. Quand le vent souffle fort, la queue du cerf-volant ne traîne jamais dans le caniveau. Ça veut dire que là où il y a un chef, on va dire, très généralement, ça va bien, quoi. Il faut de la force. Alors, moi, j'aime bien tout ce qu'on nous impose, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je la connais bien puisqu'elle a mon âge. Elle est née la même année, pas forcément le même jour, ni dans la même clinique. Mais on revendique beaucoup. C'est vrai qu'on a tous envie de gagner de l'argent. C'est vrai. Bah, il n'y a qu'à s'en donner les moyens. Hein. C'est ça l'enseignement que je tire, moi. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable. Ouais, mais il n'a qu'à se battre. Hein. Ça ne va pas venir tout seul. Aujourd'hui, si on peut faire de la maintenance, si on peut voyager pour 3 francs 6 sous, c'est parce qu'il y a des mecs et des femmes qui ont risqué leur vie pour nous montrer le chemin. Alors, ils ont créé le mythe Concorde. C'était des gens simples qui ont fait des choses compliquées avec conviction et ambition. Ouais. Et c'était des gens d'une humilité absolue. Ils auraient pu être là. Mais ça, c'est si on leur avait dit, parce qu'ils auraient été au milieu, là, s'ils étaient encore vivants. Parce que le temps passe aussi. Ne perdez pas de temps dans la vie. Eux me l'avaient dit, et moi je vous le répète. Si vous avez un talent, et vous en avez tous, qu'est-ce que c'est dit? Ne pas valoriser ces talents, c'est favoriser la réussite des médiocres. En clair, vous avez compris ce que je veux dire? En clair, il ne faut pas se plaindre, parfois, d'être mal dirigé, parce qu'en définitive, on n'a jamais que les dirigeants qu'on élit. Et si, en particulier, ma génération avait pris des vrais leaders pour diriger le pays, on serait peut-être moins dans le pessimisme. J'arrose tout le monde. Hein. 40 ans, ça fait du monde. Bon, je vois que ça ne vous botte pas. Vous voyez, on n'a pas parlé de politique, il suffit que je fasse une allusion pour que ça ne vous plaise plus. Alors on change. Faites-le, personne ne le fera pour vous. Alors, pour résumer tout ça, osez, tentez, travaillez en équipe, soyez jamais seul. Parfois, vous en aurez besoin et il le faudra. Soyez des leaders pour vous-même. Et si, dans une situation donnée, vous ne pouvez pas être le leader, acceptez d'être un formidable équipier. Et ça fera quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu ça toute ma carrière, scoutisme, armée de l'air, Concorde,
Je le vis maintenant puisque je réalise, et Eric est là, il est strasbourgeois, je réalise avec des gens qui sont champions du monde, tels que Bernard Darny, champion du monde des rallyes, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, on réalise des conférences, et en vérité, on ne se connaissait quasiment pas, mais une famille. Et toute ma vie, j'ai vécu ce grand privilège. C'est pour ça que je n'ai pas envie de vieillir, c'est pour ça que je suis là devant vous. Alors, je vais vous citer un exemple. Il s'appelle Jacques Bottelin. Les hasards de la vie veulent qu'il soit mon ami. Les hasards de la vie veulent qu'il habite aussi à Dijon. Il a fait un truc, lui aussi, unique au monde. C'est-à-dire qu'il a créé une patrouille acrobatique que peut-être certains connaissent. C'est la patrouille Breitling. C'est la numéro 1 au monde et c'est l'équivalent de la patrouille de France, de la patrouille américaine et de tout ce que vous voulez. Eh bien, Jacques, lui, il n'a jamais été pilote de chasse. C'est le seul. Tous les autres ont été pilotes de Rafale, ont été pilotes de Mirage, ont été instructeurs, ont fait la guerre en Afghanistan et tout le truc. Et pourtant, c'est lui qui est devant. Tous les autres s'alignent. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur à cet instant donné pour diriger la patrouille. Parce que c'est le meilleur fédérateur. Alors, si vous avez un talent pour fédérer, devenez chef. Et on va terminer là-dessus. J'ai fait... Ça aurait pu être pire. Et donc, en même temps qu'on va poser des questions, vous allez pouvoir peut-être me poser des questions si le micro marche encore et si j'ai envie de répondre. Vous allez pouvoir regarder en arrière, là, la patrouille Breitling, donc en démonstration. C'était des gens comme vous, ce sont encore des gens comme vous, sauf que, si vous voulez, vous pouvez être dedans. Moi, personnellement, j'ai volé 4 ans au sein de la patrouille Breitling. 650 à l'heure. À 3 mètres les uns des autres, on a intérêt à bien s'entendre. Alors on y va pour les questions, hein, tranquillement. Bon, vous voulez. Merci. Des questions? Oui, je sais qu'on est bien avancé en heure. Oui, Jean-Yves. Tout d'abord, je vous remercie. Merci de nous avoir redonné l'espoir un petit peu, enfin de cette bouffée d'optimisme. Hein. Commence un petit peu. Beaucoup, on est regonflé à bloc là. J'ai 1 euro à me donner. Non, je travaille depuis 18 ans, j'ai créé 2 entreprises là, et, et donc je comprends très bien ce que vous vivez, ce que vous avez vécu à ma petite échelle évidemment. J'ai rencontré des anciens qui m'ont parlé du monde que vous décrivez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai connu que ça. Je ne peux pas savoir comment c'était avant, mais j'ai connu que cette histoire où le travail est une maladie. Il y a des médecins du travail. Ensuite, j'ai connu zéro risque, pas de vague. On prend pas de risque. Donc pas de risque, pas de réussite. Quand il y a une réussite, il a triché. Forcément, puisque sinon c'est impossible de réussir. Voyez, enfin, toutes ces choses-là qui finalement cumulées ne découragent pas. Mais à un moment, pèse un petit peu, et puis à la longue peuvent user, quoi. Alors, j'ai pas tout dit. Mais j'ai créé mon entreprise. Quand le Concorde s'est arrêté, j'ai perdu 80% d'activité. Et comme vous êtes chef d'entreprise, je me suis retrouvé avec le RSI sur le dos. Ils ne savent pas ce que c'est, mais vous imaginez. Résultat des courses, j'ai été obligé... Alors, je faisais des survols de Paris en hélicoptère aussi. Ça fait rêver, hein. Sauf qu'en 48 heures, il a fallu rembourser les clients parce que d'un seul coup, on ne peut plus survoler Paris. On peut survoler New York, on survole ce qu'on veut dans le monde, mais alors qu'on est le premier pays producteur d'hélicoptères au monde, eh bien, on ne peut pas survoler Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'exclusivité des visites de l'aéroport de Roissy. On a indemnisé Charlie Hebdo et pendant ce temps-là, moi, j'arrêtais. 0% d'activité sur l'aéroport de Roissy. Donc c'est tout comme ça, et à chaque fois, tu te prends le RSI sur le dos. Et moi, personnellement, puisque j'avais mon entreprise, j'ai été, mais je ne voulais pas faire pleurer. Alors je vais prendre du volume, j'ai essayé de monter sur un tabouret. On m'a vendu ma maison. J'ai 4 handicapés à charge. On m'a piqué mes 3 bagnoles, je me suis retrouvé à pied. Et là, tu as intérêt à avoir des copains. Tu as intérêt à avoir de la force en toi. Parce que tu as un sentiment d'injustice, je vais plus loin que vous. Tu as un sentiment d'injustice qui fait que hey, je suis passé par là. Tu regardes bien ta femme et tu dis, s'il n'y a pas toi, je vais faire 2 trucs. En tout cas, je vais en faire l'un sur les 2. Ou je me suicide ou je les flingue. Et vous avez devant vous un mec qui s'est posé la double question. C'est privé. C'est un grand privilège de pouvoir. Et là, tu es sûr que tu es fort. Parce que tu sais que tu es capable de le faire. Et tu as la force de ne pas le faire. Et c'est tout à l'absolu ce qui mérite. Tout simplement parce que depuis des années, il y a une lente dérive à l'endormissement. C'est tout. Et c'est ce pourquoi il faut être positif.
Mais la France ne s'en sortira, et ce n'est pas politique ce que je dis, qu'à travers la force de ses entreprises. Moi, je veux bien qu'il y ait la globalisation, c'est génial, c'est super, il faut le faire. Mais il ne faut pas être les dindons de la farce. Et voyez, ne serait-ce qu'un truc là. L'anglais. Il faut qu'on parle anglais. Et pourquoi ne faudrait-il pas que les Anglais parlent français? Entre nous soit dit. Pourquoi on s'aligne toujours sur les autres? Et pourquoi on a essayé? On passe notre vie à essayer de les mimer. Ils font ce qu'ils veulent de nous. La preuve en est, c'est que, regardez, vous êtes bien placés ici, mes amis, Strasbourg, Parlement européen. Vous êtes bien placés pour le savoir. Ils ne sont pas dans Schengen, ils ne sont pas dans ceci, ils sont contre tout. Ils nous emmerdent sans arrêt, ils roulent à gauche quand on roule à droite, il y en a ras-le-bol, et il faut qu'on s'aligne sur eux. Ben, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Nous manquons d'ambition individuelle, et quand bien même on les aurait, de toute façon, on n'a pas de fédérateur, parce que ça fait 40 ans que quand il y a quelqu'un qui a de la personnalité dans ce pays, on le démonte. Excusez-moi les jeunes, mais on parlait entre vieux. Alors ensuite... Quelqu'un a dit, quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient, et les Européens la réglementent. Ouais, bah nous, tu sais, je vais te dire autre chose. Hein. Nous, on fait de l'humanitaire pendant que les Chinois nous envahissent. Hein. On fait de l'humanitaire. Voilà. Et une dernière question, éventuellement. Bon, en tout cas... Ne vous laissez jamais faire. Jamais. Oui. Et dites-vous bien que la main qui va vous aider, elle est au bout de votre poignet. Merci beaucoup, Michel. Un grand merci. J'ai de l'ancienneté, je voyage beaucoup, j'étais un élève bordélique, ça ne vous surprend pas trop. Des mecs comme ça, vous les regardez, il n'y en a pas beaucoup. Et je le dis parce que je le pense. C'est gentil. D'accord? Merci à toi. Merci.